Et hier, nous avons en premier l'abbaye de Fontevraud. Alors ça a été toute une histoire. C'est un bled, Fontevraud, faut pas y aller. Ils pourraient faire tout un truc avec cette abbaye, en fait, attirer des gens et tout ça, mais ils ont clairement pas envie. Donc nous on y est arrivé, on s'est dit ça ouvre à 9h parce que les horaires ne sont pas affichés. T'es devant le bâtiment, t'es obligé de regarder sur internet pour savoir quand ça ouvre, c'est quand même merveilleux. Mais comme t'as pas internet, bah tu regardes pas. Donc on est arrivé pour 9h, on s'est dit ça ouvre à 9h. Et 9h ou 10h de toute façon. Et on arrive, il n'y avait rien d'ouvert, mais alors rien, tout le monde était mort. On s'est dit au pire on prend un café et tout ça. Non. Non, tu prends pas de café à Fontevraud, tu crèves la dalle. On voit il y a une boulangerie d'ouverte, on va demander. Et la fille a fait ah c'est peut-être 9h30. Ok, donc peut-être 9h30. Et la porte de la mairie qui s'ouvre. Ma mère qui fonce dedans. Et elle ressort, elle dit bon bah apparemment c'est 9h30. Et quand elle a dit donc que ce serait bien d'afficher les horaires quand même d'une abbaye royale à visiter dans le Loire, la fille de la mairie qui lui dit ah mais il y a un grand panneau. Ah non, il n'y a pas de grand panneau, hein, on l'aurait vu quand même, on n'est pas débiles. Et après t'as la mère qui lui demande mais sinon vous ouvrez à quelle heure? Et la fille qui répond ah là on est fermé. C'était pas la question. Je regrette de vous le dire. C'était pas tellement la question. Enfin bref, Fontevraud, non. Par contre, l'abbaye, oui. C'est dommage hein, que ce soit dans un bled aussi con. Mais donc l'abbaye de Fontevraud. Qu'est-ce qu'il y a à voir à l'abbaye de Fontevraud? Entre autres, ce qui peut intéresser certains, la tombe de Richard Cœur de Lion. Quand même. Et Aliénor d'Aquitaine d'ailleurs. Sa maman. Pour ceux qui ne sauraient pas. Il y a également la femme de Jean Santerre, c'était le petit frère de Richard Cœur de Lion, donc le dernier fils d'Aliénor d'Aquitaine, et Henri de Plantagenet, qui était donc le mari d'Aliénor d'Aquitaine, et donc le papa de Richard et de Jean Santerre. Voilà. Alors pourquoi Jean Santerre n'est-il pas dans l'abbaye? J'aime bien celui-là, il me fait marrer. Déjà j'adore son nom, chaque fois dans les cours d'histoire ça me faisait trop rire, Jean Santerre quoi. C'est le mec qui a essayé, il a pas réussi. Donc en fait il y a une exposition sur la vie de Richard Cœur de Lion, donc s'il y en a qui sont vraiment passionnés ça peut être intéressant. Donc dans le cœur même de l'abbaye. Et donc son histoire, on sait pas trop, son enfance apparemment il a grandi à côté de sa mère, ce qui lui a donné un goût pour la poésie et la musique. Pour ceux qui ne connaissent pas Aliénor d'Aquitaine, honte à vous. Donc Aliénor a été mariée au roi de France puis au roi d'Angleterre, donc Henri de Plantagenet. Et donc elle a eu, il me semble, 8 enfants avec Henri II. Dont Richard Cœur de Lion, Jean Santerre. Il y avait également Henri le Jeune et les autres, je ne sais plus. Il avait une fille. Bref. Il y a donc Richard grandit paisiblement. Là où ça commence à merder en fait, c'est quand Henri II Plantagenet se dit qu'il est temps qu'il se retire du pouvoir et qu'il va diviser ses terres avec ses fils. Donc il annonce ça et tous ses fils sont ok d'accord, pas de problème. Sauf Jean Santerre d'ailleurs, je crois qu'il a pas de terre lui. Enfin bref, tout le monde est là, ouais super, génial. Le problème c'est que Henri II finalement il quitte pas le pouvoir. Donc t'as Aliénor d'Aquitaine qui se joint à ses fils pour lui latter la gueule parce que quand même, au bout d'un moment faut arrêter hein. Ce qui en résulte quoi? Aliénor est enfermée par son mari. Et les fils finalement se soumettent au père parce que, enfin, Richard Cœur de Lion à ce moment-là il est adolescent je crois. Et il n'a pas assez de force pour battre son père. Ses deux frères meurent, donc Henri le Jeune et l'autre dont j'ai oublié le nom. Et quand il est plus vieux, du coup, il reprend son armée et hop, il attaque à nouveau son père. Il libère sa mère et son père meurt d'épuisement, du fait de la trahison de son fils. En même temps, si tu cherches aussi. Hein. Bref, il meurt.
Alors on a un dessin comme quoi Richard Cœur de Lion fond en larmes devant le corps de son père. Et ensuite il est dit comme quoi, d'après les témoins qui étaient sur place, on peut rien abattre. Mais bon, il a fait des funérailles grandioses et tout ça, et il a demandé à être enterré près de son père. Parce qu'il est mort avant sa mère, Richard Cœur de Lion. Je crois 10 ans après son père en fait. Et du coup, il est devenu roi du coup avec toutes les terres puisque ses frères étaient morts entre temps. Voilà, en gros c'est ça. Ensuite il est parti aux croisades et ça a été plus compliqué avec Philippe Auguste, donc le roi de France. Qui, entre temps, s'est donc engueulé avec Richard une fois en Terre Sainte, en se disant mais c'est moi qui me dirige la croisade, et l'autre qui disait bah non c'est moi, et puis alors du coup voilà. Et finalement Philippe Auguste il se dit tiens il y a des merdes chez moi, je me casse. Bon bah très bien, donc Richard Cœur de Lion se retrouve tout seul en croisade. Ensuite il apprend que son frère, donc Jean Santerre, pour ceux qui n'avaient pas compris, dans Robin des Bois c'est lui. Jean Santerre qui commence à l'air de rien prendre le trône chez lui, du coup bah Richard quitte les croisades pour rentrer avant d'avoir pris Jérusalem. Il se fait choper en Allemagne il me semble, je sais plus. Dans un des pays du coin. Et emprisonné. Pendant ce temps-là, Philippe Auguste se joint à Jean Santerre en fait pour continuer à grappiller un peu partout. Voilà. Et finalement, il est vendu à Henri V, il me semble. Ou Henri IV. Pas Henri IV, non. De Navarre, c'est pas le même. Il me semble que c'est Henri V. Bref. Il est vendu là. Et du coup, c'était le nouveau roi de France, je sais plus. Enfin bref, il est vendu à un certain Henri. Où il reste 3 ans en prison. Mais comme il était très intelligent, très tacticien, tout ce que tu veux, il réussit en fait à s'allier à son geôlier. Ce qui fait qu'il a de plus en plus de liberté, bah, même s'il est toujours en prison, au bout de 3 ans, il peut quand même discuter avec les émissaires anglais qui sont envoyés pour le libérer et tout ça, quoi, en fait. Voilà. Et finalement, c'est Aliénor d'Aquitaine qui va lever une taxe, enfin, elle va obliger les curés, les nobles, tout le monde doit payer pour payer la rançon de son fils. Et il sera libéré au bout de 3 ans, du coup. Et il revient au pays. Et donc, il est acclamé, tout ça. Et finalement, il meurt lors d'une bataille. Je crois que c'est parce qu'il est reparti aux croisades, entre temps. Je sais plus. Enfin bref, il meurt. Parce qu'il s'approche d'une muraille, et t'as un arbalétrier qui gardait la muraille tout seul, qui tire et il se prend la flèche dans l'épaule. Et il a voulu la retirer, mais il a cassé le bois, ce qui fait que la pointe était encore dans l'épaule. Et quand le chirurgien a voulu retirer la pointe, la gangrène était là en fait. Donc il est mort. Et voilà, donc enterré à l'abbaye de Fontevraud avec papa. Et Aliénor d'Aquitaine qui du coup a fini ses jours à Fontevraud. Et voilà. Donc ça c'est pour la partie historique de l'abbaye. Après l'abbaye est devenue une prison beaucoup plus tard. Donc on a également une exposition sur la prison à l'époque qui était l'une des plus dures de France. La plus dure de France d'ailleurs je crois. Enfin, genre il y avait une règle du silence. Les gars ils n'avaient pas le droit de parler toute la journée. Ce qui est strictement impossible normalement. Enfin tu peux faire une journée mais alors, au bout de 5 journées ça devient plus difficile quand même. Au bout d'un moment t'as envie de parler quoi. Même murmurer hein. Donc à ce moment-là, il leur faisait, je sais plus, je sais pas, il devait courir je sais pas combien de kilomètres en sabots dans la cour, enfin bon, voilà. Et... alors ça, c'était avant ou après les abbesses? C'était après. Ouais, parce que, alors en gros, t'as Aliénor d'Aquitaine, ensuite, t'as un abbé qui arrive et qui veut unir dans cette abbaye, donc des moines et des nonnes. Et il veut absolument à la tête de l'abbaye une abbesse. Et en fait, ça sera une abbesse jusqu'à ce que ça devienne une prison, jusqu'à je sais plus combien de siècles. La sœur de Madame de Montespan a été élue reine des abbesses de cette abbaye par Louis XIV. Ça sent le piston quand même. Donc voilà, je crois qu'il y a je sais plus une trentaine, beaucoup plus d'une trentaine d'abbesses qui sont passées par là. Et du coup après voilà, ça a été fermé, pillé, prison. Avant que, voilà, ça s'arrête aussi. Donc voilà, ça c'est l'abbaye de Fontevraud. Ensuite, nous sommes allés... je sais plus. Le Cadre Noir. Alors le Cadre Noir, c'est une école d'équitation
Je crois que c'est le Centre national d'équitation. Alors, l'histoire du cadre noir. Le cadre noir, à l'époque, après les guerres napoléoniennes, ils ont créé un centre équestre à Saumur en faisant appel à tous les meilleurs cavaliers de France pour former les militaires à l'équitation. C'est qu'ils avaient du crainte quand même au niveau cavalerie. Bref, donc former tous les militaires et le temps passant, la cavalerie n'étant plus nécessaire dans l'armée, ils ont déplacé le centre équestre vers un lieu public, où il est actuellement. Et donc comme les premiers formateurs donc, étaient donc des civils, les premiers cavaliers à qui ils ont fait appel, mais ils ont été remplacés au fur et à mesure par leurs élèves, qui ont donc été des militaires. Donc le cadre noir était une structure principalement militaire à l'époque. Quand c'est retourné à un lieu civil, ça a fait le sens inverse du coup, les formateurs militaires ont été remplacés par des élèves civils. Donc à présent, aujourd'hui, c'est des civils. Il y a 32, alors on appelle ça des écuyers en fait, 32 écuyers et dont 7 militaires, qui sont envoyés par la défense en fait pour être formés. C'est un choix qu'ils font en fait, pour être formés, puis ensuite ils repartent dans l'armée. Donc il n'y aura jamais plus de 10 militaires maintenant dans le cadre noir. Et du coup, voilà, le terme cadre noir, ça fait référence non pas à un bâtiment, ça fait référence du coup au groupe de personnes. Ça vient de encadrement, cadre, et noir parce qu'ils sont habillés tout en noir. Donc en fait, ce sont les formateurs qui sont habillés en cadre noir. Une journée, ils sont 32 du coup.